Alors sur la partie système, on va simplement commencer par décrire un personnage au niveau des différentes composantes. Comment on crée un personnage, qu'est-ce qui caractérise un personnage de Crimson Hope, sachant que chaque pilote, c'est le nom des personnages joueurs, euh, va être accompagné d'un modèle d'armure mobile. Donc il y a une fiche qui est composée en deux parties. Une partie qui correspond au personnage et une partie qui correspond au mecha. Alors avec ici une petite zone pour les points de tension, on va en parler au niveau de la mécanique. Donc la première chose qui caractérise un pilote, c'est sa motivation. J'ai expliqué que les pilotes étaient tous intégrés dans ARES et étaient présents pour diverses raisons. Donc là, plutôt que du coup de m'intéresser euh, aux différentes qualités physiques et intellectuelles du personnage, j'ai décidé de me concentrer sur la motivation. Qu'est-ce qui le caractérise, qu'est-ce qui le fait avancer. Donc ce qui le fait avancer, là par exemple on a un personnage qui s'appelle Damon Tomei. Donc Damon c'est un ouvrier lunien qui travaillait dans tout le système logistique et qui a décidé de rejoindre Ares pour se venger des Cyclopes tout simplement suite à la mort de son frère. Donc c'est quelqu'un qui est motivé avant tout par la vengeance et donc il a une caractéristique vengeance à des 10, mais il a aussi d'autres capacités et d'autres qualités. Donc généralement vous avez une caractéristique à 1 des 10, une caractéristique à 1 des 8 qui correspond à votre motivation secondaire, 3 caractéristiques à des 6 qui sont en fait des motivations qui sont moyennes, et le reste à des 4 qui correspond à des motivations que vous n'avez pas du tout. Donc Daemon par exemple, sa motivation c'est la vengeance, comme j'ai expliqué. À des 8 il a contrôle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en dehors du fait d'être de vouloir se venger, de détruire des cyclopes, quelqu'un qui reste avant tout centré sur le contrôle et la maîtrise de soi. Donc là on voit que c'est assez paradoxal puisque du coup il a naturellement une tendance à rester plutôt calme et posé et vouloir maîtriser la situation, sauf dans le cas où du coup il y a l'objet de sa vengeance qui intervient, à ce moment-là elle surpasse tout ça. Faudra voir que dans les mécaniques on peut également faire des tests opposés de motivation euh, dans des cas très particuliers. Donc là, le cas très particulier de Daemon, c'est s'il veut essayer de faire quelque chose qui va à l'encontre de son désir de vengeance, on peut lui demander du coup un test pour voir du coup s'il arrive à surmonter son envie de violence, ce genre de choses. Il y a d'autres motivations, je ne vais pas toutes les énumérer, mais celle que j'aime bien par exemple c'est la science. Alors la science, c'est une motivation qui est liée aux technologies et au fait de comprendre. Donc les gens qui ont une motivation forte en science sont des gens qui veulent comprendre, savoir, ou éventuellement tester des théories, tester du matériel. Voilà, ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est technologique. Donc ça c'est une belle motivation pour du coup des personnages un peu neutres qui sont pas là pour la gloire, c'est une autre motivation également, ou pour protéger les gens, mais simplement pour pouvoir être là, comprendre, tester des choses, et, ce qui en fait vraiment pas le profil du héros. On a d'autres personnages qui peuvent être motivés par l'altruisme, et à ce moment-là, eux, ils vont clairement chercher à protéger un maximum les autres, et à être vraiment protecteurs par rapport aux populations. Ce qui peut aussi poser des problèmes si on leur demande du coup d'attaquer alors qu'il y a des innocents qui sont en jeu. Pareil, on peut faire un petit challenge de motivation. L'autre L'autre caractéristique principale des pilotes, c'est leur rôle. Alors là, on revient sur ce que les choses qui étaient reprises dans le système de leverage, système de rôle, où chaque personnage, il y a différents rôles qu'on peut avoir au niveau de l'équipe. Et ces rôles en fait sont des espèces de regroupements de compétences. Donc dans l'exemple de Damon, il a un rôle de brute à D10. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de costaud, quelqu'un qui peut
qui est plutôt voilà, physique et qui va avoir tendance à être bagarreur, éventuellement protecteur, hein. On a altruisme associé à brut, c'est plutôt quelqu'un qui va être en mode protection. Alors qu'évidemment en mode vengeance et brut, là du coup c'est un carnage total. Donc là c'est plutôt lié à tout ce qui peut être la force physique, le combat évidemment au corps à corps. Il y a d'autres groupes de compétences comme support technique, hein, que lui a support technique à D8, c'est tout ce qui va être associé à l'utilisation de la technologie et au support, à l'aide, à la logistique. Donc par exemple, venir en aide à quelqu'un, ça peut être, on peut se retrouver du coup à utiliser support technique. Après la motivation qui intervient là-dedans peut-être différente. Donc pareil, on a un rôle important à D10, un autre rôle secondaire à D8, 3 rôles à D6, et le reste à D4, ça veut dire qu'on est vraiment mauvais. Typiquement, Damon est un très mauvais leader, quelqu'un qui vient beaucoup en support, qui peut être très brutal, qui peut communiquer, mais qui a vraiment du mal à mener les choses. On voit également du coup que... alors, comment dire, on va voir que les personnages ne se résument pas à ça. Ils ont aussi ce qu'on appelle des modules. Donc là, les modules, c'est on a 3 types de modules, ce qui permet de créer des personnages vraiment, je dirais, à la carte. Donc dans la création de personnages, on va pouvoir sélectionner des modules qui sont en fait à la fois liés au background du personnage, aux caractéristiques de l'historique et de sa personnalité, et qui du coup vont avoir un impact mécanique. Donc motivation, rôle et des modules qui sont liés au background. Donc lui, Damon, il a un historique d'ouvrier lunaire. Donc en tant qu'ouvrier lunaire, il connaît bien tout le fonctionnement de la logistique, des transports, le fonctionnement des corporations, ce genre de choses. Et il faut voir que ces modules-là, ils ont des possibles utilisables. Soit on va utiliser un D8 parce qu'on est dans une situation qui est favorable pour lui, pour le personnage. Soit on va utiliser un D4 en disant bah là le personnage il est vraiment pas dans son environnement, donc il va par exemple vous inviter un ouvrier lunaire à une grande réunion corporatiste ou par exemple du coup dans la haute société jovienne, et lui il va carrément pas être dans son élément, donc à ce moment là il jettera un D4 et il gagnera un point de tension. Je reviendrai sur les aspects techniques là-dessus. Donc il a un aspect d'ouvrier lunaire, il a également des capacités qui sont associées à ces modules, donc ce que l'on appelle les customs. Donc en fait les customs c'est un peu comme l'équivalent des atouts. Donc c'est un petit supplément de règles spécifique au personnage qui fait qu'il va lui permettre d'avoir des options supplémentaires. Donc en l'occurrence, Damon a un custom d'ouvrier lunaire qui est lié par contrat. Donc lié par contrat, ça veut tout simplement dire qu'il a donc son background. Il s'est associé avec avec une riche responsable corpo qui lui a financé son méca pour qu'il parte sur Mars et qu'il fasse la guerre contre les Cyclopes. Donc de fait il est lié par contrat. Ça veut dire que chaque fois qu'il va avoir des problèmes de loyauté, notamment avec ses alliés Redcap qui vont lui reprocher ses associations avec une riche corporation, ça va lui rapporter un point de tension. Donc là, c'est un atout qui rapporte quelque chose quand le personnage est en difficulté. On a d'autres cas où justement c'est plutôt l'inverse. On va obtenir des dés supplémentaires, des options de jeu supplémentaires par rapport à des situations spécifiques. Donc c'est pas mal parce que ça permet pour le personnage et le joueur d'aller chercher ces situations là qui vont lui faire gagner soit un dé en plus, soit un petit point de tension qui va permettre d'aller plus loin après dans l'action. Les autres types de modules donc le premier c'est l'historique,
Donc c'est vraiment lié bon, là, on a des historiques comme réfugié jovien, mineur stellaire, vétéran de la bataille de Pluton, ingénieur martien, ce genre de choses. On peut même du coup jouer un rebelle terrien qui a fui la Terre pour rejoindre la lutte auprès de ses frères martiens. L'autre type de module, c'est la personnalité. Donc c'est vraiment la personnalité typique du personnage qui va influencer sur son comportement. Donc là, Daemon, lui, il a un côté protecteur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, une brute qui cherche la vengeance, mais il a aussi un côté protecteur qui va pouvoir du coup chercher à se sacrifier ou à se mettre en avant pour aider, pour soutenir les autres. Donc ça fait Daemon en jeu, ça fait une brute épaisse qui peut foncer dans le tas et se mettre en travers de tirs ennemis, par exemple, pour pouvoir aider les autres. Un autre type de module, ce sont les cicatrices. Alors la cicatrice, c'est un terme peut-être un peu fort, mais c'est lié à un engagement ou un événement passé du personnage qui l'a marqué. Donc c'est en ça que c'est une cicatrice. Et la cicatrice de Daemon, en l'occurrence, c'est son serment. Donc il a juré de se venger et donc il a du coup des bonus chaque fois qu'il respecte ses engagements. D'autres types de cicatrices, par exemple, on a des personnages comme Bunny, Crazy, qui est une réfugiée jovienne, qui a du coup comme cicatrice, c'est pas vraiment une cicatrice, a eu son heure de gloire, donc elle a eu un moment héroïque, et donc du coup elle a tendance à être héroïque ou être reconnue en tant que héros. Et on a d'autres types de cicatrices comme les personnages ont peut-être été une victime par exemple, ce genre de choses. Donc ça c'est motivation, rôle, module avec des effets spécifiques de custom. Et après on a ce qu'on appelle les spécialités et les atouts personnels. Donc ça ce sont des bonus plus spécifiques qui vont permettre vraiment qui sont libres et qui permettent de caractériser spécifiquement le personnage pour l'affiner, puisque tous les autres sont des choix dans des listes. Là on a des traits libres en plus pour vraiment customiser son petit perso aux petits oignons. On a les spécialités. Alors les spécialités c'est assez simple, c'est un domaine spécifique de compétences préférentiel du personnage. Donc là ça rajoute un D6 de bonus. En l'occurrence Daemon il a une spécialité de milieu ouvrier, de manutention, de cargo. Donc dès qu'on va se retrouver dans une situation où sa spécialité intervient, on rajoute un D6 dans le pool de dés. Les atouts personnels, ce sont des choses qui sont beaucoup plus intimes. Alors généralement ce sont soit ce qu'on appelle des figurants, donc des personnages qui sont liés au pilote. Donc ça peut être un frère, une épouse, un ami ou un partenaire, donc en l'occurrence la sponsor corporatiste de Daemon, qui va lui apporter un appui supplémentaire. Donc là c'est très intéressant, puisque ça c'est clairement un figurant qui est marqué sur la fiche. Donc c'est un figurant à utiliser pour toi quand tu es maître de jeu, donc contrôle, comme on dit dans le jargon de Crimson Hope, que tu vas pouvoir infuser et impliquer du coup dans les scénarios systématiquement. Donc ça fait déjà la création, en plus des personnages, on va avoir un petit casting de personnages satellites qui vont pouvoir intervenir et être présents et peut-être même poser des problématiques. On avait une série comme ça avec un personnage de réfugié jovien qui était lié à Bellone, qui est une membre d'Ares assez influente, mais qui avait des velléités assez spécifiques et qui des fois posait des problématiques de loyauté du personnage entre sa mentor et les autres pilotes, ce qui n'était pas sans provoquer des heurts. Un autre type d'atout personnel, ça peut être de l'équipement spécifique qui s'est associé au personnage,
ou plus prosaïquement une réputation. Donc l'ami Demon, c'est un personnage un peu rugueux, donc il a une réputation de dur à la tâche. Donc il est connu comme étant quelqu'un de besogneux, et donc dès qu'il va y avoir du travail, dès qu'il va y avoir des choses sur lesquelles il faut falloir s'impliquer de façon forte, les gens savent qu'ils pourront compter sur lui parce que déjà c'est marqué sur sa tête que c'est un bosseur, quoi. Donc ça c'est pour la partie pilote, et l'autre partie qu'on a ici, donc ça c'est la partie qui est liée au mecha. Donc là après c'est modulaire, on peut évidemment séparer les fiches et changer de fiches de mecha pour le pilote, ce qui peut être intéressant. Donc ça c'est pas mal si vous avez l'occasion, vous en tant que maître de jeu, c'est de préparer quelques modèles de mecha à l'avance pour pouvoir, si éventuellement le pilote il veut changer de mecha, ou il y a une opportunité de prendre un mecha qui est plus adapté à une telle ou telle situation, il pourra la récupérer, il aura juste à rejoindre l'autre partie de la feuille. Mais c'est pas une obligation. Donc sachant que grosso modo quand même les mechas, puisque du coup le pilote va fabriquer également son propre mecha, il va être plutôt lié au mecha par intérêt et par sentimentalisme, et aussi par efficacité, parce que là en l'occurrence avec le mecha de Daemon, on a une bonne combo entre un personnage un peu rustre et un et un mecha bourrin qui fait énormément de dégâts au corps à corps. Donc les mechas ont moins de caractéristiques. Ils sont simplement liés par un modèle. Donc on a différents types de modèles. Donc j'avais expliqué avec les modèles militaires, les modèles civils, chacun avec leur force et leur faiblesse. Chaque modèle a 3 caractéristiques. Donc là on est vraiment sur les caractéristiques qui sont le système, l'armement et la structure. Les deux plus simples, ce sont la structure et l'armement. La structure, simplement, c'est la solidité du mecha. Donc là, le modèle de Daemon, c'est un Callahan Scarab de 700, donc un modèle militaire optimisé pour le support logistique sur le terrain. Donc ça, c'est clairement un mecha solide avec un D10 de structure. Et l'armement, en fait, c'est plus lié au système d'armement, c'est pas lié aux armes, puisqu'on verra que ce sont des équipements supplémentaires. C'est plus lié au système d'armement, donc système de visée, système de contre-action contre face aux attaques, système de riposte, ce genre de choses. Donc la dernière caractéristique des modèles, c'est le système. Alors là, le système, ça touche plus au système global du mecha, et du coup à la rapidité d'action qui est associée. Donc les mechas qui ont des systèmes puissants sont des mechas qui sont très réactifs, qui vont pouvoir bouger, qui vont pouvoir bouger très vite, avoir beaucoup de mouvements. Et ça, sans étonnement, le mecha de Daemon, lui, c'est un modèle Scarab, donc c'est plutôt lent, et donc il y a un D6 de système. Donc ça, par exemple, en combat, ça joue beaucoup, parce que du coup, les mechas qui ont des systèmes importants vont plutôt avoir tendance à essayer d'esquiver et éviter les coups, là où un modèle comme celui de Daemon, qui a une structure forte, vont plutôt être en mode résistance par rapport à ça. Éventuellement, ça c'est un cas par exemple de combat. J'avais un pilote avec un joueur avec un pilote assez foufou, et un mecha très rapide et très vivant. Puis à un moment donné, je lui ai mis un gros cyclope bourrin qui l'a attrapé. Et j'ai dit, maintenant, si tu veux éviter des dégâts, il va falloir faire des jets autour de la structure. Et donc, parce qu'il était attrapé et il pouvait plus se libérer.
Donc là, la structure a pas tenu et le méca non plus. Euh, donc ça a été un bon moment de tension avec le pilote en mode survie avec son Mika qui est complètement écrabouillé et lui prêt pas loin de subir le même sort jusqu'à ce que le méchant Cyclope se fasse empaler par un autre pilote avec un méca assez puissant. Donc c'était une belle scène, ça je m'en rappelle bien. Gaël et Widou, si vous m'entendez, merci pour ce moment. Euh, donc il n'y a pas que ça, donc ça c'est on part du modèle de base, donc on va dire un peu le châssis du mecha. Ils ont également des customs, donc là le custom du modèle de Damon, c'est des réserves supplémentaires, donc il peut claquer un point de tension pour récupérer des atouts d'armement parce que les Kalan Scarab sont connus pour être des mechas de support qui contiennent beaucoup d'armement, donc ça veut dire il peut par exemple fournir à un allié une arme de dernière minute avec un bel atout à D8. C'est l'exemple typique du mecha qui se retrouve désarmé et le mecha à côté qui lui sort de sa réserve dans le dos un Raygun hyper puissant qui va pouvoir tirer en rafale sur l'ennemi. Les autres aspects des mechas sont les historiques. Donc là c'est pareil, d'où viennent ces fameux mechas. Est-ce que ça a été peut-être des mechas qui ont été réformés? Donc ça c'est des vieux mechas qu'on a ressortis du garage. Ça peut être des mechas qui sont sponsorisés. Donc là du coup c'est carrément vraiment comme des comme des bagnoles de rallye avec le nom de la corpo sur le châssis. D'autres types de choses. On peut aussi du coup avoir des mechas. Donc ça c'est l'exemple d'un mecha qui s'appelle Red Blood, qui est un mecha qui avait été du coup en gros c'est un Mazurex TRK, donc un SMK qui a été peint en rouge pour servir auprès des pirates et qui du coup a une sale réputation puisque du coup c'est un mecha qui était un instrument de la terreur. On a d'autres types d'historiques comme ça qui sont associés pardon au, au mecha. Le dernier type de module, c'est la customisation. Donc là, on a pris le mecha, il a un châssis, il a une histoire, et là, du coup, on va lui rajouter un petit quelque chose qui va être en plus. Donc ça peut être des réacteurs dorsaux supplémentaires, des systèmes du coup qui permettent de naviguer en gravité zéro. Ça c'est une excellente customisation. Dans la campagne, on avait un pilote avec un Mikael militaire qui était équipé d'une IA, donc une IA expérimentale. Et là, je sais pas pourquoi, on était parti là-dessus. On avait décidé que en fait l'IA était typiquement russe. Et il parlait comme une espèce de vieux vétéran, un vieux Spetsnaz russe un peu bourrin. Ce qui faisait que du coup on avait des dialogues assez savoureux entre le mecha qui suggérait qui jurait en russe et qui passait son temps du coup à, à pousser le pilote à foncer dans le tas, à écraser tous ses ennemis, à pas se laisser faire par ces espèces de monstruosités. Et le pilote du coup qui était obligé de gérer un peu. Donc du coup quand il allait dans son sens ça lui donnait des bonus, puis quand il n'allait pas dans son sens il fallait qu'il aille un petit peu à l'encontre des suggestions de son IA. Donc ça donnait des dialogues assez savoureux. Euh, Comme les pilotes, les mechas ont également des équipements personnels spécifiques. Donc là, on a généralement deux types d'équipements. C'est des équipements
vraiment bah voilà des trucs en plus hein, tout simplement. Donc là par exemple le Kalan Scarab il a des jumper boosters. Donc c'est un bonus de D8 dès que le mecha commence à foncer en utilisant un système de boost qui lui permet du coup d'avancer beaucoup plus vite de façon très ponctuelle. Et ça permet du coup d'avoir un mecha assez lourd qui d'un coup va sauter et s'écraser contre l'ennemi pour le frapper. Ce qui est assez cohérent par rapport au style de jeu quand on prend le personnage de Damon avec son mecha assez bourrin. Et l'autre type, bah, simplement, c'est les armes. Donc la particularité dans Crimson Hope, c'est que les armes ont 3 sous-caractéristiques, simplement puisque du coup il y a un dé d'armes principal, et ensuite 2 dés d'armes, enfin 2 dés. En fait, premier dé d'armes c'est un D8, deuxième dé D6, et troisième dé c'est 0, puisque simplement l'arme n'est pas utilisable selon la proximité. Donc ça on verra par rapport à d'autres au reste des mécaniques. Mais donc dans les mécaniques, comment dire, le dé d'armement, il va être un dé de contact, soit au niveau du contact, soit au niveau proche, c'est-à-dire vraiment à portée. Donc généralement ça c'est plutôt des flingues ou des lances par exemple qui sont à portée, ou à distance, ça c'est pour du coup pour tout ce qui est fusil sniper, high gun, missile longue portée, pour les mechas, ce qui aussi du coup impacte beaucoup le style de combat du mecha, sachant que ce n'est pas la seule arme, mais c'est l'arme principale. Donc là, en l'occurrence, le Kalan Scarab, il a une lame céramique rétractable. Donc il faut imaginer un mecha assez massif qui a foncé dans le tas et du coup planté ses ennemis avec une lame céramique comme dans Evangelion, hein. C'est le même type d'arme pour du coup éventrer les ennemis dans des actions violentes. Il va pouvoir la lancer, donc du coup même si c'est moins efficace, par contre à longue distance il peut pas faire grand chose. Donc là il va être obligé de se baser sur des armes plus conventionnelles, type mitrailleuse, qui est sur le mecha mais qui n'a pas d'impact ni narratif ni mécanique. Donc il peut le faire, mais forcément il n'aura pas les dés bonus, donc c'est moins intéressant pour le joueur. Mais ça reste possible. Voilà, on a fait le tour à peu près. Il faut voir que la feuille de perso contient aussi du coup une petite zone pour noter les points de tension, puisque toute la logique et l'équilibre du jeu de Crimson Hope se joue sur les points de tension, sur gagner, perdre des points de tension, et même pousser les joueurs et les pilotes à la faute pour pouvoir récupérer des points de tension. On attaque du coup le système de jeu. Donc le système de jeu de Cortex, j'aurais envie de dire qu'il est simple, mais dès que quelqu'un dit qu'un système est simple, il s'ensuit du coup toute une série d'explications abscons et du coup pas forcément clair. L'intérêt du système Cortex, et ça je le vois avec des débutants pour faire des initiations avec, c'est que au début on a un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne, puis une fois qu'on a les dés en main, bah, en fait ça fonctionne tout naturellement. En fait, il suffit de prendre les dés en main. Un des principes du système Cortex, c'est que tout élément narratif qui a de l'importance vis-à-vis de l'histoire aura une valeur de dés. Et donc l'idée du système, c'est vraiment du coup on va jeter les dés en opposition en fonction des éléments narratifs qui rentrent en conflit, les comparer et ensuite on va du coup déduire la suite de l'histoire par rapport à qu'est-ce qui aura eu le plus d'influence vis-à-vis de l'histoire. Donc c'est ce que j'explique en disant que on parle de système ludonarratif, c'est que ouais, on jette plein de dés, on va
avoir des micro-options, un petit peu de gestion, des choix tactiques à faire. Et puis au final, ça va vraiment avoir une influence vis-à-vis de l'histoire, puisque du coup, on jette les dés contre des éléments narratifs. On jette les dés d'éléments narratifs contre d'autres éléments narratifs. Donc, c'est pas forcément très clair, mais je vais prendre un exemple. Avec Damon, on va dire par exemple, il veut modifier son mecha pour le rendre plus apte à la survie dans l'espace. Donc il y a des systèmes de secours, des systèmes de pressurisation pour éviter une brèche par exemple dans l'espace, avoir une meilleure coordination dans un environnement en gravité zéro, ce genre de choses. Donc, Damon, pourquoi il fait ça déjà? Donc ça c'est important de savoir. C'est de se dire quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'il veut faire au final là-dessus. On va dire là qu'il y a de bonnes chances qu'il soit en contrôle, parce qu'il veut juste s'assurer, voilà, rester maître de la situation et éviter un incident. Donc c'est quelqu'un de prudent. Donc il va prendre son D8 en contrôle, qui lui va plutôt pas mal. Ensuite on va aller regarder dans le rôle. Les rôles, donc j'ai expliqué, regroupe pas mal de groupements de compétences et de capacités spécifiques. Donc là, vu qu'on est sur une modification de matériel, c'est clairement le rôle de support technique qui va agir. Par exemple, si ça avait été une réparation, on aurait pu prendre aussi son dé de secouriste. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va prendre un D8 de support technique. Donc ça me fait 2 D8. Je vérifie pour le jet, savoir si il a une spécialité qui correspond. Donc il n'a pas de spécialité. Si ça avait été le cas, il aurait pu rajouter un D6 à son jet. Je regarde ensuite les modules et les customs. Les modules, je vois qu'il a donc un historique d'ouvrier lunaire, donc je vois pas trop le rapport avec ça. Sa personnalité est protecteur, donc ça n'intervient pas dans son action, donc je peux pas considérer que ça va avec cette action-là. Peut-être que serment comme cicatrice irait à partir du moment où on considère que cette action sert à le faire avancer dans sa mission, et sa mission c'est d'éclater le maximum de cyclopes. Donc on va considérer que c'est le cas. Donc à ce moment-là, je vais prendre un D8 supplémentaire, donc ça me fait 3 D8. Je ne vois qu'il a des atouts personnels et une réputation qui vont ne pas intervenir là-dedans, donc je ne pourrai pas récupérer les D6 correspondants. Comment je fais le jet? Donc, comme j'expliquais, à chaque fois, on a une opposition entre des éléments narratifs contre d'autres. Donc là, la première chose que le maître de jeu fait, c'est choisir aussi des dés pour une difficulté. Donc là, un dé de difficulté, on va considérer que l'action n'est pas forcément très compliquée. Donc on va aller à D8. Alors c'est important, hein, D6, D8, D10, D12. Il faut voir que l'influence du choix du dé quand tu es maître de jeu est assez important. Parce qu'un D12, ça peut vraiment tuer l'action du joueur. Donc il faut vraiment que l'action soit vraiment très difficile. Et inversement, quand un pilote utilise un D10 ou un D12, c'est qu'il est vraiment à l'aise et qu'il a quand même de bonnes chances. Même si du coup il y a le côté aléatoire qui fait que tu peux toujours faire 2 sur un D12. Les statistiques montrent que malgré tout, jeter un gros dé va toujours avoir une plus grosse influence. Donc là, je choisis une difficulté moyenne à D8. Par contre, je dis bon, là il est en manque de ressources. Donc à ce moment-là, je note. Ou alors, je n'ai pas besoin de noter, mais si j'ai besoin de conserver cet élément pour d'autres moments, je vais noter sur un post-it manque de ressources, parce qu'il est dans un endroit sur une base où il est un peu isolé, pas forcément tout le matériel. Donc je vais lui mettre un dé supplémentaire à D10. Donc toujours dans une action, c'est le premier qui lance les dés, c'est celui qui est en réaction à celui qui agit. Donc là, c'est une action de Damon. Donc moi, en tant que maître de jeu, je vais lancer mon D8 et mon D10 pour fixer une difficulté. Et à ce moment-là, Damon, lui, pourra du coup essayer de battre cette difficulté. C'est important parce que du coup,
On va voir, on va le tester là. Donc là j'ai jeté un D10 et un D8, j'ai obtenu un 6 et un 7, et ça fait une difficulté de 13, puisque on va prendre les deux meilleurs dés et faire la somme. Si j'avais jeté un troisième dé, par exemple je jette un troisième dé supplémentaire, un D6, je vais prendre, j'ai un 4, mais je le prends pas parce que il n'est pas plus fort que les autres dés. Donc je ne prends que les deux meilleurs dés, et je fais la somme, donc 13. À ce moment-là, je vais lancer les dés pour Daemon. Daemon, lui, il a 3 D8 sans atout supplémentaire. Donc on jette les 3 D8, tac, et on obtient donc un 8, un 8 et un 4. Donc là, on va prendre les deux D8 qui font 16, donc c'est un très beau score. Et ça surpasse le score de 13. Donc il va réussir son action. Donc soit je considère que il a réussi son action et qu'à partir, à partir de ce moment-là, il aura un système de survie dans l'espace. Et donc il y aura les bonnes conditions pour survivre. Donc ça veut dire que je vais peut-être du coup diminuer les difficultés par rapport à ça, ou lui laisser l'opportunité de survivre malgré une brèche importante dans son mecha en cas de conflit. Donc je peux faire ça, ou sinon on peut faire plus simple aussi et donner un atout en disant dé d'effet. Donc là, le dé d'effet c'est le dé le plus haut obtenu lors du jet. Donc là on a jeté que des D8, donc forcément on aura un dé d'effet à D8. Donc le dé d'effet ça veut dire que on va noter sur un post-it que Daemon il a système de survie dans l'espace à D8. Donc ça lui fera une ressource supplémentaire qu'il pourra utiliser, qui pourra être du coup consommée également pendant, pendant sa mission. Donc ça c'est les effets de base. Les personnages ont des points de tension, donc ils gagnent notamment en invoquant des modules et en jetant un D4 à la place d'un D8, mais pour gagner un point de tension. Ça permet de se mettre en difficulté, mais de récupérer ce qu'on appelle les plot points donc les points narratifs, qui sont en fait tout un système d'économie, comme les points Fate dans Fate, qui permettent de récupérer des points pour après avoir d'autres options. Donc une des options classiques dans Cortex, c'est de claquer un point de tension pour pouvoir garder un dé supplémentaire tension totale. Donc par exemple si j'avais fait un dé un score plus bas, donc là je refais les dés, et bah oui voilà, il a obtenu un 8 et un 3, ça ne suffit pas, et ben je vais claquer un point supplémentaire pour ajouter un 2 supplémentaire. Donc ça fait 8 et 3, 11, plus 2, ça fait 14. Non, ça fait 13. Donc 11 plus 2, ça fait 13, ça veut dire qu'il est égal à la difficulté, donc il réussit. Il y a un cas qui peut arriver quand tu jettes un dé, c'est que tu fasses un 1. Donc un 1, c'est comme dans Apocalypse World. À ce moment-là, tu as une complication. Donc c'est l'équivalent d'un 7-9 pour ceux qui connaissent dans Apocalypse World. Et ce qui se passe, c'est qu'on rajoute une complication. Donc là, quand le joueur fait un 1, il peut... il a le choix. Il peut récupérer un point de tension. Par contre, il subit une complication. Donc là, la complication, elle commence toujours à D6. Et on peut dire par exemple qu'il a fait 1 et que son système est instable. Donc on va lui mettre on notait pareil sur un petit post-it, on va lui mettre système instable. Ou peut-être qu'il a du coup utilisé une partie des ressources de son mecha, ce qui a du coup fragilisé une autre partie du système. Donc ça c'est à voir sur le moment. Et on va noter donc la complication système instable à D6. Et ça après dans chaque action que le personnage fera,
moi en tant que maître de jeu, j'aurai la possibilité de récupérer un D6 supplémentaire pour lui expliquer que bah, c'est plus difficile parce que son système est instable. Avec la possibilité également que cette complication augmente, ce qui peut vraiment poser des problèmes à ce moment-là. Donc typiquement quand tu fais plusieurs fois 1, les dés vont se cumuler, donc tu as fait 2-1, au lieu d'avoir une complication à D6, tu as une complication à D8. Donc ça monte ça peut monter très très vite, et sachant qu'après c'est cumulatif, c'est-à-dire que si tu as une complication et que tu retires sur un objet une autre complication, et ben en tant que maître de jeu, j'ai le choix entre rajouter une nouvelle complication à D6, ou si les circonstances me semblent pertinentes, à ce moment-là, aggraver une complication et la monter jusqu'à D8, D10, D12. Et au-delà des 12, bah, c'est pas possible parce que tout simplement le personnage, lui, bah, comment dire, il perd. Donc c'est-à-dire la complication, une fois qu'elle arrive à D12, elle explose complètement. Ça veut dire que si j'ai son système qui devient instable au-delà du D12, ça veut dire qu'il a complètement cramé son système, et à ce moment-là, du coup, son méca va être HS. Ouais, il va être cash comme ça. Donc faut faire attention avec les petites complications qui montent. On verra qu'au niveau des menaces, au niveau des complications, c'est des choses qui peuvent vraiment s'aggraver. Et c'est vraiment le cœur du jeu. C'est-à-dire que quand on va jeter souvent des dés, que ce soit en combat ou dans d'autres types d'actions, on va avoir souvent du coup récupérer des complications. Donc on a la possibilité de, de les réparer, hein. Si son système est instable, il peut refaire un jet pour le réparer après derrière, en prenant comme premier élément de difficulté la complication. Donc il va faire un jet contre, par exemple, bon bah là c'est pas évident, donc on va dire une difficulté à D10 plus le D6 de complication, donc on jette un D6, un D10 face à ses jets de ses tentatives de réparation. Donc ça crée vraiment toute une synergie dans le système de jeu, parce que en gros, plus on agit, plus on va avoir tendance à récupérer des points de tension et créer des complications, ce qui fait que bah, très vite certaines situations deviennent très complexes pour les joueurs, parce que bah, les dés s'accumulent les uns d'un côté comme de l'autre. Alors faut voir que c'est pas inéluctable, et les complications ne s'accumulent pas complètement systématiquement, parce que en tant que maître de jeu, moi aussi je peux faire des 1, et à ce moment-là, le personnage lui peut profiter de ce qu'on appelle une opportunité pour claquer un point de tension et faire diminuer une complication associée. Donc là, évidemment, il faut que ça ait du sens, hein, parce qu'il ne peut pas réparer, par exemple, pendant un combat, son système qui, tout d'un coup, sera devenu plus stable. Mais il peut y avoir d'autres types de situations où ça va mieux. Alors ça donne un grand pouvoir aux joueurs, puisque du coup, c'est des éléments narratifs. C'est peut-être aussi des éléments narratifs qui sont extérieurs au personnage. En disant, par exemple, qu'il a un soutien, ou que quelqu'un vient l'aider à un moment particulier, qui vont lui permettre de réduire une complication. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants, parce que clairement, une partie de Cortex, à partir du moment où on commence à jeter les dés, bah, c'est vite le bordel. C'est ça qui rend le jeu épique et intéressant pour moi. C'est que très vite, bah, on va transpirer, parce que on commence à jeter les dés, il y a des complications qui apparaissent, mais de l'autre côté, les pilotes, avec leur mecha, ils ont quand même des ressources pour pouvoir s'en sortir, et mine de rien, ça va s'équilibrer. Donc une bonne partie de Cortex, c'est une partie où il y a eu plein de complications, c'est parti un peu dans tous les sens, où les personnages vont transpirer et vraiment en prendre plein la gueule, mais généralement ils y arrivent. On va le voir au niveau du combat et des mechas, on verra comment ça fonctionne également.